Bah, le problème, en fait, du tutoiement, c'est que moi, quand j'ai commencé à bosser dans le marketing en 2013, moi, j'étais encore dans le conventionnel, comme quand je bossais en Suisse. On vous voit tous, vous. Et après, quand j'ai commencé à bosser dans le marketing avec les agences de pub, en fait, elles ont tendance à très vite te tutoyer. Elles sont comme ça, ouais, tu machin et tout. Du coup, bah, moi, si on vous voit, je vous vois. Si on me tutoie, je tutoie. Et finalement, j'ai pris le pas et tout. Et c'est vrai qu'en fait, même dans les partenariats, les collabs et tout ça, quand tu reçois des mails, les trois quarts, ils te tutoient en fait pour mettre une proximité, tu vois, etc. Même après, en anglais, c'est différent, parce qu'en anglais, voilà, il n'y a pas sûrement le vouvoiement, mais en anglais, il y a certaines tournures de phrases qui peuvent s'apparenter à du vouvoiement. Bah, c'est pas le cas. En anglais, c'est encore pire, voilà, c'est très familier, donc... ouais. Moi, je m'en fous, moi, on me voit, on me tutoie, je tutoie, et puis voilà. Il avait trouvé dans le caddie de shampoing. Une pauvre mamie qui peut plus se laver les cheveux maintenant. Mais c'est ça, moi, je commence à vraiment prendre un coup de vieux, parce que sur Warzone, les trois quarts des gens avec qui je joue sont plus jeunes que moi. Plus les années passent et plus je me rends compte que Geoffrey et moi, on a quand même une grosse différence d'âge. Parce qu'il y a plein de trucs qu'il saisit pas quand je parle de certaines choses. Parce que c'est pas de sa génération. C'est d'avant 98. Et Stevie, c'est encore pire. Il s'entend vachement bien avec Malone. Mais quand il réfléchit, Malone a une plus petite différence d'âge avec Stevie que moi, je l'ai avec Stevie. Tu vois. Et là, l'autre jour, j'ai vu un TikTok où il y a une gamine là, qui faisait un TikTok qui dit ouais, je fais un prank à mon père, à mon vieux père de 35 ans. J'étais là, quoi? Je perds de 35 ans? Mais j'ai 35 ans, moi, l'année prochaine. Mais ça fait bizarre. Je perds mes cheveux, je commence à en perdre de plus en plus là. Tout à l'heure, j'ai porté le sac de mortier. Le père de Laura, il m'a demandé de lui monter un seau d'eau et un sac de mortier. Le sac de mortier, il fait 25 kilos, je crois, ou 20 kilos, je sais plus. Et le seau d'eau. Et j'ai tout porté en un coup. Et j'ai monté les escaliers là. Et j'ai senti le ligament de mon genou faire... Ah, je me suis dit, oh putain, c'est vrai. Et après, j'ai pensé à son père, Laura, je me suis dit, putain, il est plus vieux que moi, il gère encore plus que moi, tu vois, il tient... Enfin, je veux dire, moi, je serais épuisé de ce qu'il a fait là, moi, je reviendrai pas pendant 3 jours, tu vois. Et je me dis, j'ai une petite part de honte en me disant, putain, j'ai honte, moi, à mon âge, d'être comme ça. Et après, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, je me suis blessé au genou quand j'étais gamin, ça s'est jamais refait correctement, et puis voilà, quoi. On t'écoutait, on dirait que tu es vieux. C'est pas moi qui le dis, c'est les autres. Arrête de faire ton numéro. Il a l'habitude, c'est tout. Oui, oui, c'est sûr. Mais je suis quand même plus fragile, je suis une petite nature, moi. Puis je suis gros, donc... Au boulot, il y en a beaucoup qui ne feraient pas ce que je fais. Oh, ça c'est sûr qu'au boulot, tu chômes pas. Hein. Ah, ton taf, tu le fais. Mais il va falloir arrêter un jour, hein, tu sais. Tu vas pas pouvoir continuer ton taf éternellement. Hein. T'es déjà plus toute jeune, non? T'atteins quand même les 80 ans. Hein. Honnêtement, c'est pas pour vous perturber d'un pas de mort. Moi, je pense vraiment que cette tarte était destinée à ces petits-enfants qui venaient la voir malheureusement qu'une fois tous les 3 mois parce qu'ils habitaient trop loin. Et que tout le reste du temps, elle était seule. Avec son chat. Tant que je peux, je continue. Oui, c'est sûr, mais bon, tu peux pas éternellement. Scrogneux, je vous boude. Elle a dû passer une triste journée. Oh, j'imagine trop la douleur, en fait, de rentrer chez elle, ces toutes petites économies de sa toute petite retraite, qui sont passées dans des fraises à 6,99€ le kilo, voire même plus sur certains magasins. Et quand elle a déballé ses petites courses, qu'elle a préparé les petites coquillettes au jambon pour ses petits-enfants, parce que du coup, bah, elle a dû faire un choix, soit c'était un gros plat, soit c'était un beau dessert, bah, en fait, elle s'est rendue compte qu'en plus de leur proposer des petites coquillettes au jambon que la majorité des nanas sur Twitter qualifieraient de scandaleux, eh ben, elle pourra même pas leur proposer une belle tarte aux fraises. C'est terrible, je trouve. C'est terrible. En fait, elle a tout perdu, cette pauvre petite mamie. Elle a perdu la joie de ses enfants qui venaient la voir qu'une fois tous les 3 mois, elle a perdu le plaisir de leur offrir un repas correct, et a perdu le plaisir de leur offrir un super dessert. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, ces petits-enfants? Je reviendrai plus chez mamie. Mamie a plus toute sa tête. D'habitude, elle nous fait des fraises, elle a oublié. C'était une anglaise. Ah merde! Elle a dû se dire, oh God! Oh God! I forgot my strawberries. I have no money on my bank account. I can't pay more strawberries. Oh, Brian is the kitchen. C'était la reine, ça se trouve. Ah oui! Ouais, c'était la reine Elisabeth. FAQ, elle sort demain, je l'ai déjà dit avant. Mais te justifie. Ne vous justifiez pas, Dom pas de mort, ne vous inquiétez pas, c'est de l'humour ce que nous faisons. Un petit gag. Un petit running gag. Et moi 41, Ramon. Attends. Anto, il est né le 10 février. C'est ça? Et Miguel, c'est le 1er décembre. Non, Water Closet, pas Closet. Non, 2 février. Non, 1er décembre pour Miguel et 10 février pour... Tu as tout bon. Oh!
Oh bordel, moi j'aurais oublié dans une semaine, hein, c'est parce qu'on en a parlé ce week-end. Hein. The loo is my favorite place. Oh my god. Ça perd l'hypopète. Oh, j'ai vu un déguisement. J'ai pensé à toi, Marie. Nanana. Dans la dernière vidéo d'Amixem, au bout d'un moment, Thomas Desueur, il porte un déguisement de l'oncle là dans la famille Adams, avec tous les poils là. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai dit, waouh, excellent. Pour le coup, je boudine. Avec son chat là. En fait, Madame Patmore, je l'imagine trop sur son grand fauteuil, la télé devant elle avec ma gueule là, et elle caresse son chat avec sa main métallique là, comme l'inspecteur Gadget là. Ouais, cousin machin, ouais. Et à 40, j'ai fait le tour de l'horloge sans m'endormir. Ouais, j'ai entendu ça, ouais, pour Dahmer. En fait, c'est le réalisateur qui a fait Dahmer, celui qui fait American Horror Story. Oui, il a prévu de faire d'autres saisons avec d'autres tueurs en série. Ouais. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Je regardais pas ça, c'était ma soeur qui regardait, ma grande soeur. Enfin, j'ai que deux grandes sœurs, mais une des grandes sœurs, la plus grande. Oncle Firster et cousin Hit. Ah ouais? Ouais, c'est glauque hein, quand même, Dahmer. Hein. Avec Fido. Ouais, grave, Fido, ouais. Des avis sur Dahmer pour ceux qui l'ont vu. C'est dur. C'est pas excessivement dur à regarder, mais c'est pas simple non plus. Mais je peux pas dire que j'ai bien aimé parce que c'est glauque, mais je trouve que c'était bien réalisé quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça se regarde. C'est pas, on n'est pas sur du glauque gratuit, tu vois. On n'est pas sur du Saw. Moi, j'avais lu les critiques et ils disaient qu'au bout d'un moment, dans la série Dahmer, en fait, il y en a qui se plaignaient que en gros, le Black Lives Matter était un peu trop présent. Le fait que voilà, il y avait toute une congrégation afro-américaine qui voulait du coup manifester. Ils ont bien mis l'accent sur le fait que les victimes, il y en a beaucoup qui étaient afro-américaines, etc., etc., et que c'était une population qui était ignorée en soi de de la justice, de l'administration américaine. Il y en a beaucoup, j'ai eu des commentaires qui disaient ah c'est trop dommage, ça y est encore une fois, on tombe dans le wokisme et tout. Et moi j'ai pas eu du tout cette sensation. J'ai pas eu du tout cette sensation, tu vois. Vous voyez, étrangement, contrairement à ce qu'on peut penser, moi ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé ça bien amené. Il a une enfance bien particulière, mais je trouve qu'en fait ça montre que euh, il y a- en fait pour détruire un gamin ou détruire l'avenir d'un gamin, il n'y a pas besoin en fait de le violer, de le cogner ou quoi que ce soit. Parfois, même des violences psychologiques, et non pas physiques, peuvent suffire à détruire le psyché d'un gosse, et du coup provoquer chez lui en fait une évolution dans sa tête au fur et à mesure qu'il grandisse, mauvaise ou scabreuse, tu vois. Et je trouve que cette série en fait montre pas mal ça, que les violences psychologiques en fait que le gamin a subi, en soi c'est beaucoup de violences psychologiques, beaucoup plus que physique ou quoi que ce soit, ont pu justement mal construire son psyché. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, c'est le terme en fait, comme on dit, il te manque une case. Quand on dit à quelqu'un, ah, il lui manque une case en fait. Mais on peut facilement faire l'analogie en se disant qu'en fait le psyché d'un enfant se construit, où en fait tu as plein de cases comme ça, et dans chaque case tu dois enregistrer quelque chose. Il y a le case de la frustration, de l'émotion, de l'image envers le parent, des disputes familiales, etc. etc. Et quand on dit qu'à quelqu'un il lui manque une case, c'est qu'en fait à l'enfance, il y a une case ou des cases qui n'ont pas été remplies. Et c'est ces cases-là qui auraient dû être remplies, et qui font que à l'âge adulte, il n'arrivera pas à se construire correctement parce il lui manquera les clés en fait. Ah oui, tous ceux qu'on se trouve ne sont pas des tueurs, exactement, oui. Ah, l'acteur, oui, oui, Evan Peters. Moi, j'aimais déjà beaucoup Evan Peters dans American Horror Story, donc là, c'est bien. Je connais pas les mystérieuses cités d'or, moi. Mais oui, quand il se fait arrêter, justement, apparemment, c'est une vraie phrase qu'il a tenue aux flics. Il a dit, il s'est fait arrêter, ils l'ont couché au sol, il a dit, je mérite de mourir pour ce que j'ai fait. Il en est totalement conscient. Hein. On est quand même beaucoup à manquer de cases. Alors oui, mais après, en fait, on vit tous avec... il y a aussi la notion de névrose. On vit tous avec des névroses plus ou moins importantes et tout ça. Tout le monde est névrosé. Les névroses, si on en croit certains psychanalystes et tout ça, c'est simplement les choses qu'on a dû renflouer. C'est les choses qu'on n'a pas pu exprimer, les choses qu'on n'a pas pu accepter, les choses qu'on a dû accepter et qu'on voulait pas accepter. Ça crée petit à petit, en fait, des névroses. Et les névroses, c'est ce qui, des fois, te fait que tu te sens mal, ou que tu as du mal à prendre une décision, ou que tu as une phobie de quelque chose, ou que tu n'arrives pas à passer le cap de certaines choses, etc.
Tout ça, en fait, c'est provoqué par des névroses. Mais le fait de dire il te manque une case, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de constructif qui a été détruit. Il y a quelque chose dans l'enfance, en fait, qui a vraiment atteint gravement le psyché de l'enfant. Des peurs irrationnelles et tout ça, bien sûr. Donc, pour moi, quand on dit il manque une case, c'est que c'est vraiment à l'étape psychiatrique. On est vraiment face à une personne, en fait, qui se met en danger ou qui met en danger les autres et tout ça. Donc, voilà, je le prends vraiment manquer une case. Pour moi, c'est fort comme propos, tu vois. Le bombé, oh le bombé, le glaude. Tout le monde est névrosé. Tout le monde est névrosé. Dans un monde idéal, selon Carl Gustav Jung, dans un, dans un monde idéal, pour ne pas être névrosé et être soi-même et ne pas, du coup, développer des phobies, développer des comportements, etc., il faut être soi-même. Ça veut dire il faut dire non qu'on a envie de dire non, il faut dire oui qu'on a envie de dire oui, il faut être totalement soi-même, à 100% soi-même, et ne pas mettre ce qu'on appelle le masque. Le masque, en fait, c'est ce qui permet de se coller à la société. Mais quelqu'un qui serait totalement lui-même serait associable. Ce serait quelqu'un qui serait pas vraiment sociable, quelqu'un qui se ferait pas d'amis, qui ne pourrait pas s'intégrer dans la société actuelle de cinglés, qui pourrait pas s'intégrer dans un travail en équipe, etc., ou avec des clients et tout, donc qui serait incapable. C'est quelqu'un qui serait incapable en fait de rentrer dans la société. Malheureusement, le monde fait qu'on est tous obligés de mettre un masque devant notre visage pour soit s'accommoder des choses qui nous plaisent pas forcément dans la vie de tous les jours, genre travailler avec des collègues, t'as des collègues qui te cassent les couilles, mais pour le bien de l'équipe et pour le bien du projet, bah t'évites de soulever la table et de la retourner, tu vois. Et ben ça, ce comportement-là de garder pour toi, donc en gros te ronger le frein et d'aller à l'encontre de ce que tes valeurs et de tes principes te disent, peuvent te créer une névrose. Parce qu'en fait, ça, tu vas l'inscrire dans ce qu'on appelle l'ombre. Encore une fois, selon Carl Gustav Jung. Tu vas inscrire ça dans l'ombre. Et l'ombre, en fait, c'est comme une poubelle. Tu vas mettre dedans, en fait, tout ce que tu as gardé pour toi. Que ça soit plus ou moins grave, que ce soit des choses extrêmement graves qui sont passées dans ton enfance, dans ta vie, comme des choses futiles. Et tout ça va se cumuler dans l'ombre et fait que, au bout d'un moment, si tu veux te sentir toi-même, te libérer et tout ça, va falloir que tu ailles rechercher tout ce que tu as mis de côté. Et c'est pour ça qu'une psychanalyse est très importante, et je pense que c'est très bon les psychanalyses. Psychiatre et tout ça, c'est encore différent, parce que les psychiatres, ils soignent les mots avec des médicaments, que ce soit bon ou mauvais. Et un psychanalyste, il va essayer justement de t'aider à aller puiser dans ton ombre, en fait, dans ta part d'inconscient. On dit, bah, ça c'est plus Freud, le conscient, l'inconscient et tout ça. Dans ta part d'ombre, on va essayer de puiser, en fait, du coup, ce que tu as mis de côté et qui puisse expliquer pourquoi aujourd'hui t'es comme ça. Pourquoi aujourd'hui t'as tout le temps mal au ventre. Bah, t'as tout le temps mal au ventre parce qu'en fait, dans ton enfance, il y a des choses. On en parlait avec Malone l'autre jour. Dans ton enfance, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que t'as créé une névrose et que dès qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui qui se rapproche de près ou de loin à se souvenir de ton enfance, et ben en fait ton estomac va créer automatiquement en fait des molécules, de l'acide dans ton estomac qui va te créer des maux de ventre. C'est pour ça avant de faire un examen, des fois tu dis ah putain j'ai mal au ventre parce qu'en fait t'es tellement mal, c'est psychosomatique, t'es tellement mal que ton corps en fait va produire de l'acide en gros dans ton estomac et ça va te faire mal au ventre. C'est ton cerveau qui dirige ça. Ma bouche ne met pas de masque parfois et ça met dans la sauce. C'est trop long psychanalyse, c'est genre des années, c'est chiant. Oui, mais c'est à toi de savoir si tu veux pouvoir t'en sortir. Après, il y a toujours la solution plus rapide, hein. Tu vas voir un psychiatre, il te file des benzos, des psychotropes et tout, et puis voilà, au moins c'est réglé. Mais moi, je suis pas du tout de ce genre-là, ou enfin, je suis pas du tout adepte à ce genre de truc. Tu vas aller voir des professionnels? Pourquoi faire? De quoi? Antidépresseurs, anxiolytiques et tout ça, moi je sais pas. Il y a ceux qui ont aucune psychose car pas de masque. On a tous un masque, on a tous des névroses. Une psychose, c'est encore un peu plus compliqué quand même, les psychoses. Hein. J'ai le masque de la traîtrise. On est comme dans Zelda. Pour être intéressé. Non, moi je m'intéresse à tous les sujets en fait. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup des trucs audio. Quand je dis je lis, en fait, si vous voulez, c'est des reportages, des thèses lues sur YouTube, des choses comme ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, quand je dis je lis beaucoup, en fait, c'est surtout ça, des reportages, des trucs comme ça. Et j'ai soif d'apprendre. Et je crois que la pire maladie qui me fait peur, moi, c'est Alzheimer. Perdre la boule, oh, ça m'effraie. Moi aussi, j'aime beaucoup la psychiatrie, la psychanalyse, tout ça, Jung, Freud. Ainsi qu'aussi, j'ai plus le nom aussi d'une psychanalyste américaine aussi qui a fait des très bons essais. Donc j'aime bien tout ça. En fait, moi, depuis quelques années,
j'ai l'impression de courir après la montre. J'ai l'impression de faire un contre-la-montre, contre mon esprit, contre ma mémoire, contre mon cerveau. J'ai l'impression en fait que j'aurai jamais le temps d'apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Et c'est pour ça que je passe mon temps à lire, à écouter, à regarder des reportages. Et c'est pour ça que dès qu'on me pose une question sur un sujet, ou je me pose moi-même une question sur un sujet, tu peux être sûr que le jour même, voire le lendemain, si j'ai pas eu le temps, je vais me taper 4 reportages sur ce sujet. C'est comme Israël et Palestine, la naissance de l'État d'Israël. Je connais par l'histoire qu'on a appris à l'école comment tout ça s'est formé et tout. Mais l'autre jour, je me suis dit, je parlais de l'Ukraine et de la Russie, et je me suis dit, on peut faire l'analogie avec Israël et Palestine aussi, le conflit et tout ça. Je me suis dit, je veux pas parler de ça si je j'ai pas toutes les infos. Et je me suis tapé 3 reportages d'1 heure chacun, donc 3 heures de reportage. 3 heures de reportage pour savoir exactement comment ça s'est passé. Ah, mais il y a psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre. Puis il y a du bon et du mauvais partout. Hein. Moi, je vois ma grand-mère qui a Parkinson. C'est truc tout con, mais Libye m'a dit j'ai joué à la bataille avec. Mon grand-père est décédé, il aurait eu 80 ans. Il est décédé maintenant depuis 20 ans, quelque chose comme ça. Et ma grand-mère, en fait, elle a sombré. À son décès, elle est sombrée en dépression et tout ça. Ça a été terrible parce que j'allais tous les jours chez elle. J'allais la voir tous les jours, je restais avec elle et tout ça. Et c'est vrai qu'elle ressassait les photos, les machins et tout ça. Elle était vraiment dedans. Et elle est vraiment tombée en dépression, quand même costaud. Quand mon neveu, du coup, le fils de ma sœur, est né, ça l'a fait revivre. Ça l'a sauvé, ça l'a fait revivre. Elle a eu un autre élan dans sa vie qui lui a donné l'envie, en fait, de se battre, etc. Et du coup, c'est vrai que ma mère, qui étant la seule de ses enfants, parce que les autres, c'est des gros connards, ils en ont rien à foutre, ils seront juste là devant le notaire quand un drame sera arrivé. Donc étant la seule qui s'occupe d'elle quotidiennement, jour, matin, midi et soir, tous les jours avec ma sœur et tout ça, c'est vrai qu'elle a été aussi confrontée, elle a perdu son papa, ma mère. Et c'est pas facile d'entendre toujours parler de ça. Et Libye m'a dit qu'en fait, elle est allée jouer à la bataille avec ma grand-mère. Et je lui ai dit, t'as réussi à jouer avec Nona, ça va au niveau des tremblements, elle arrive encore à tenir les cartes. Elle m'a dit, oui, c'est bon. Je dis, tiens, moi, je prends les infos comme ça. C'est terrible. Pour ma mère, ça doit être terrible, mais pour moi aussi, en tant que petit-fils, alors que j'étais tout le temps chez elle, voilà, la voir dans cet état physique, c'est quand même pas facile. Libye m'a dit, on a beaucoup parlé de Pépère, donc de mon grand-père. Elle a dit, Nona était toute contente de m'en parler parce que elle sait que voilà, Nini, elle veut pas qu'on en parle. Nini, ça lui fait mal qu'on en parle et du coup, ma grand-mère en parle pas forcément avec quelqu'un. Et là, Libye était très curieuse d'en apprendre plus sur son arrière-grand-père. Du coup, ils ont pu en parler pendant un petit moment et elle m'a dit, ça lui a fait beaucoup de bien à Libye et à Nona. Et c'était génial. Et tu vois, si elle avait Alzheimer, tout ça, elle pourrait pas. Alors oui, Parkinson, c'est vrai que c'est terrible, c'est une maladie dégénérative, hein, ça va toucher de façon le système nerveux et tout ça, bien sûr. Mais Alzheimer, moi, la perte de mémoire, la perte de... ça me terrifie. Enfin bref, on va s'arrêter là parce que ça fait bader tout le truc là. En tout cas, courage à toutes celles et ceux qui s'occupent de personnes étant atteintes de maladies dégénératives, neurodégénératives ou dégénératives comme ma grand-mère. Comme les personnes qui ont pu témoigner ici, bon courage à vous, vous êtes géniaux. Parce que si aujourd'hui j'ai l'esprit tranquille de me dire que ma grand-mère est toujours là et surtout est chez elle, même si c'est pas facile, qu'elle peut pas se mouvoir correctement, qu'elle a du mal à manger toute seule, que voilà, il y a beaucoup de difficultés, elle a perdu énormément d'autonomie. Si aujourd'hui elle peut être chez elle, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à ma sœur, principalement ma mère quand même. Grâce à tous ceux qui ont été là pour faire en sorte qu'elle puisse être chez elle. Et franchement, tous ceux qui s'occupent des proches comme ça, qui sont atteints de maladie, tous ceux qui sont là à leur chevet, à les accueillir chez eux, à s'en occuper pour leur éviter d'aller dans des maisons de retraite et de se retrouver encore plus tout seul, et franchement, bravo à vous. Hein. Bravo. Vous êtes des exemples. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau live. Passez une bonne soirée. Demain, un nouveau vlog, une nouvelle facecam. 1 heure de vlog, plus la facecam FAQ. Voilà, des bisous. Salut.